Mercredi 23 juin 2021, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur Actu Matin, votre matinale à suivre dans un instant les unes du jour avec Wahab Alikbara qui nous rejoindra tout à l'heure en fin d'édition. Votre revue de presse avec Asiongbon Kanyi Asiongbon et au forum de discussion, le principal sujet d'actualité sera appelé en débat. Il est question d'interception dans le département du littoral de plusieurs centaines de sacs de produits vivriers que l'on s'apprêtait à sortir frauduleusement du territoire national pour les pays voisins. Le dispositif mis en place par la police républicaine a permis de découvrir 2500 sacs de maïs, de sorgho et de niébé soigneusement dissimulés et qui étaient destinés à l'exportation, œuvre de producteurs et autres commerçants. Un exploit de la police par ces temps où sur le marché de la consommation, comme vous le savez, les prix des denrées dictent leur loi aux consommateurs. On en parle à l'heure du débat avec les débatteurs. Il ne partira pas. Il a la confiance des hauts responsables du football béninois. Michel Dussillet reste le sélectionneur des écureuils. Ainsi, on a décidé. La Fédération béninoise de football, après la réunion du bureau exécutif, c'était hier mardi. Dussillet conduira donc l'équipe nationale aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. De cette reconduction, eh bien, on en parle ce matin puisque la nouvelle tombée hier et dans l'opinion, il y a beaucoup de commentaires. Quelles sont les chances pour Dussillet de réussir à sortir l'équipe nationale, les écureuils du Bénin, de ces différentes confrontations? Questions à poser à nos débatteurs ce matin. Dans pratiquement dans plus d'une heure, on recevra en plateau Fulbert Adjimehassou qui reçoit en invité Georges Degbe. Il est océanographe physique, chercheur à l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Avec lui, on parlera de ce phénomène. Il s'agit donc de ces inondations observées dans la zone côtière du Bénin, notamment l'embouchure du Roi qui est fermée, les eaux qui ont pris possession des maisons et des infrastructures dans plusieurs communes. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Est-il possible de stabiliser l'embouchure de façon durable? Question à poser à notre invité ce matin. Prenez le rendez-vous, mais juste avant, vous aurez votre rubrique économie avec Clément Achadé qui nous emmènera dans le secteur informel, dans le secteur de l'hydrocarbure avec le commerce de l'essence de contrebande, le Quayor, qui mène des pas vers une harmonisation des prix de vente du produit aux abords des voies. On recevra en invité Henri Assoba et il est le président des vendeurs de Quayor du Bénin. Et bien avant, on donnera la parole à Canal Plus Bénin qui est en pleine promotion depuis quelques semaines déjà. Romaric Villon, responsable des ventes itinérantes à Cotonou, sera avec nous pour nous apporter des précisions sur cette vente promotionnelle. Merci à chacun et à tous de votre fidélité à nos programmes. Installez-vous, la une des journaux, c'est avec vous. Dans un instant, Wahab Alikbara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On vous retrouve juste après la pub. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le point de l'actualité à travers la une des journaux, et c'est avec vous, Wahab Alikbara. Bonjour Christian, bonjour à tous. Les premières informations ce matin nous sont livrées par Fraternité, le quotidien de Benoît qui titre donc « Sortie frauduleuse des produits
vivriers, la vigilance policière actée, le stockage, la grande problématique. 2500 sacs de vivres étaient déjà en partance vers les pays limitrophes. Et puis, encadrement des écureuils du Bénin, Michel Dissuer, une nouvelle chance pour corriger le tir. Information à découvrir à la page 5 du quotidien Fraternité. En 4 ans d'existence, MCA Bénin 2 fait le point de ses actions en matière d'électricité. C'était hier. À la une maintenant de la Nation, face aux sorties intempestives des produits vivriers, la police nationale veille au grain. Le quotidien de service public qui nous apprend donc que la direction départementale de la police républicaine de la Liborie a décidé de ne plus laisser les produits vivriers sortis de façon incontrôlée du territoire national, et son engagement a d'ailleurs porté ses fruits. En témoigne l'interception par ses agents de plus de 2500 sacs de maïs, sorgho et niébé à destination des pays voisins au niveau donc des communes frontalières du département de la Liborie. La Nation qui nous apprend également que les mérites du Bénin sont à nouveau reconnus en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de gestion de la dette. Le leader du jour, le Bénin distingué, de nouveaux lauriers donc pour le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Bénin intelligent, dématérialisation de l'administration, la première attestation fiscale en ligne délivrée. Bénin, Togo, les relations entre Talon et Nyasingbe au Bofis. Le journal qui donne à voir donc la photo des deux chefs d'État. Quotidien L'Informateur, édition 2021 de Global Capital Bond Award. Le Bénin et son ministre des Finances distingué, la gestion efficace de la dette du pays par 2 fois récompensée, nous apprend L'Informateur. Et puis sortie incontrôlée des produits vivriers dans la Liborie, près de 2500 sacs de maïs et 220 sacs de sorgho interceptés. Le potentiel, affaire haute corruption au port autonome de Cotonou, 5 ans de prison requis contre Hungay et Kakayi Glele, 12 mois pour Frédéric Béanzin, rejet de la demande de mise en liberté provisoire. Le dossier mis en délibéré pour le 2 août, nous apprend Le Potentiel. Et puis lutte contre l'exportation des produits alimentaires dans le département de la Liborie, la police saisit une énorme quantité de vivres. L'autre vision, lancement des activités d'éducation et de sensibilisation des consommateurs. L'ARCEP Bénin appuie cette association de consommateurs. Et puis 59e sommet extraordinaire, 59e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le chef de l'État béninois Patrice Talon honore le Bénin à Accra au Ghana. Nord-Sud quotidien, mesures contre la hausse des prix de denrées alimentaires. Plus de 2500 sacs de vivres interceptés dans la Liborie. Et puis e-service, la première attestation fiscale en ligne délivrée hier mardi. Le matinal de distinction de Global Capital Bond Award, le Bénin primé pour la bonne gestion de la dette. Lutte contre l'exportation frauduleuse, la police arraisonne un important lot de produits vivriers. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur cette actualité du moment. La sortie frauduleuse donc des produits vivriers nous apprend que dans le département de la Liborie, une importante quantité de vivres a donc été saisie. La vigilance de la police républicaine actée, le stockage, la grande problématique. Justement, et analyse à lire en page 3 du quotidien Fraternité, parution du jour sous la plume de Arnaud Doumaon, qui rappelle donc le fruit de cette opération menée par la police républicaine dans le département de la Liborie. On précise que ça fait un total d'environ 2500 sacs de vivres constitués de maïs, de sorgho et de niébé que les producteurs et certains commerçants véreux s'apprêtaient donc à sortir frauduleusement du territoire national pour une destination étrangère, notamment dans les pays voisins. On va y revenir tout
à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs. Et dans l'actualité, on parle de cette seconde chance accordée au sélectionneur des écureuils, Michel Dissuet. À l'issue donc de sa réunion hier, la Fédération béninoise de football, à travers son bureau exécutif, a décidé de renouveler sa confiance à Michel Dissuet. Une seconde chance pour corriger le tir. Réussira-t-il? En tout cas, c'est la question que nous nous posons ici sur Actu Matin. La réponse des débatteurs à suivre juste après le mini-journal de Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Voici les titres. La commune d'Adjara dans le département de l'Ouémé est préoccupée par la valorisation de son patrimoine touristique et culturel. Pour y parvenir, un forum va réunir les filles et fils de la localité du 25 au 28 août 2021. En prélude à l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour annoncer les couleurs des travaux. Le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou, était hier dans les locaux du Conseil économique et social. Il s'agit en effet d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'institution. Tabé Bian a-t-il confié à la presse. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et dans quelques instants, ce sera juste après la pause pub. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. La capitale économique du Bénin, Cotonou, a abrité dans la journée d'hier mardi un atelier d'échange sur la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Il s'agit d'une rencontre pour faire un état des lieux et insuffler une nouvelle dynamique à ce partenariat entre les communes de France et celles du Bénin, ceci pour de meilleurs résultats. C'est un atelier organisé par l'ANCB avec l'ambassade de France et suivi par visioconférence par des partenaires français qui n'ont pas pu se déplacer à cause, et comme vous le savez, de la pandémie du coronavirus. Ilori Gaba, Rachidi Soubero. Repenser et rendre plus dynamique la coopération décentralisée entre le Bénin et la France, c'est l'objectif de cette rencontre qui place au cœur des échanges les défis et les perspectives pour la relance de la coopération entre les communes des deux États. Il s'agit pour les organisateurs de recenser les besoins des deux parties et d'identifier les partenaires afin d'apporter des solutions tangibles et efficaces. Notre objectif principal à l'ANCB est que les communes béninoises profitent des partenariats pour non seulement se renforcer, améliorer leurs capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leur homologue de la France une force de proposition en vue de mobiliser des ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Je souhaiterais qu'au Bénin, nous puissions constituer une sorte de laboratoire d'un nouveau concept que j'appellerais volontiers celui de partenariat de territoire, où une commune, une communauté de communes ou bien un département français coopérerait avec un territoire béninois dans toutes ses composantes. Les élèves, les lycéens, les étudiants, les enseignants correspondraient et se connaîtraient mieux. Les hôpitaux et centres de santé échangeraient, les clubs sportifs se rencontreraient, les entreprises commerceraient, des artistes créeraient ensemble, car finalement, l'objectif ultime de ce type de coopération n'est-il pas que par-delà les mers et par-delà les continents, les hommes et les femmes se découvrent, se lient et tissent les liens du monde de demain. Intégralement suivi par visioconférence depuis la France, ce séminaire d'échange a permis aux partenaires d'intervenir en direct. Les élus communaux présents dans la salle ont eu droit à diverses communications et surtout à la présentation du guide opérationnel de la coopération décentralisée et d'autres outils susceptibles d'améliorer la qualité de la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Ce dispositif concerne des missions d'expertise, des missions de courte durée. Là, il s'agit de mettre plutôt le focus sur des besoins spécifiques
Et ce dispositif expert est destiné à donner une réponse rapide aux collectivités territoriales étrangères qui veulent avoir un conseil, une montée, un projet, mais vraiment rapide. Cette rencontre, selon le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, prouve l'importance de définir de nouvelles stratégies plus ambitieuses pour rendre plus dynamique la coopération décentralisée franco-béninoise. Il exprime sa gratitude aux organisateurs. Notre développement, celui qui est impulsé au niveau central par le président de la République, par le gouvernement de la République, ce développement ne peut avoir aucune réalité sans l'apport des maires, sans l'apport des collectivités décentralisées. Je suis, à titre personnel, un fervent adepte de ce qu'on appelle la coopération entre les territoires. Je voudrais donc saluer, mesdames, messieurs, la contribution importante de nos partenaires français, acteurs de la coopération décentralisée, dans l'accompagnement et le soutien qu'ils apportent à nos pays, au fin de rendre plus tangible cette ambition du gouvernement de faire de la décentralisation au Bénin un levier de développement pour nos populations à la base. Pour les participants à cet atelier d'échange, il s'agit d'une rencontre pratique qui va certainement améliorer non seulement la bonne gouvernance dans les communes, mais aussi et surtout répondre aux défis de développement à travers des appels à projets mieux rédigés et clairement justifiés en termes d'apport à la communauté à la base. Et justement, cet atelier de relance de la coopération décentralisée entre la France et le Bénin est pour la plupart des maires présents une aubaine pour bénéficier des expériences des communes de France. Ingrid Guerre. En effet, Christian, quelques-uns se sont confiés à nos reporters à l'issue de la rencontre. Ils se sont prononcés sur les points qui ont le plus retenu leur attention. Ils en ont profité pour exprimer leurs attentes au micro de Ulrich Kaba. La plupart de nos communes aujourd'hui se recherchent encore et avant de se relever, il faut qu'il y ait au moins un partenariat entre les deux communes, une commune nationale et une commune à l'extérieur pour pouvoir échanger sur le plan de développement. Cet atelier qui est organisé par l'ambassade de France et la NCB est la bienvenue pour nous, les nouveaux maires, les maires de la 4e mandature qui viennent à peine de prendre le destin des communes du Bénin en main. Il est important pour nous de faire un peu l'état des lieux sur la coopération décentralisée entre les villes françaises, les régions françaises et les villes et les départements du Bénin. Les experts disponibles sont prêts à descendre et nous appuyer dans des différents domaines tels que l'environnement, la santé, la coopération des cancers même, la jeunesse, le numérique, l'environnement, et beaucoup de domaines qui aujourd'hui nous intéressent. Nous avons déjà reçu des fiches où chaque participant devra noter la ville partenaire de sa localité et dire les domaines dans lesquels ils interviennent. Cela permettra désormais au ministère des Affaires étrangères et au gouvernement béninois de comprendre un peu ce qui se fait et les domaines qui ne sont pas abordés, que ces domaines soient aussi pris en compte. Vous savez qu'avec la période qu'a connue l'humanité, la coopération décentralisée a connu un frein du fait de la mobilité des personnes qui ne se faisait pas. Et donc c'est une bonne chose que l'Association nationale des communes et l'ambassade de France veuillent relancer cette coopération décentralisée. Vous savez que la coopération décentralisée fait partie des acteurs majeurs au niveau des communes afin de permettre aux maires d'arriver à atteindre leur mission. La coopération décentralisée joue un grand rôle, mais ces dernières années, cette coopération décentralisée a dormi, ou du moins au niveau de certaines communes. Donc il fallait réveiller la coopération décentralisée, notamment avec la France. Voilà le sens de cet atelier aujourd'hui et nous espérons tous que véritablement nous allons retrouver nos relations avec les partenaires français qui nous aident quand même un tant soit peu à pouvoir nous adapter au changement et aussi à profiter de l'avance que certains territoires de France ont pour pouvoir l'impacter au niveau des territoires béninois.
Dans le département de l'Ouémé, la commune d'Adjara se propose de présenter à l'opinion publique son patrimoine touristique et culturel afin de les valoriser. Le canal pour le faire, c'est un forum qui va réunir les filles et fils de la région du 25 au 28 août 2021. En prélude à l'événement, les organisateurs ont effectué une sortie médiatique ce mardi. Objectif, tenir informé le public. Nassi Salosé, Elvis Toncoin. Face aux hommes et femmes des médias, les membres de l'exécutif du conseil communal d'Adjara, le mobile parlait d'une initiative peu ordinaire dans le fonctionnement des communes au Bénin. Il s'agit d'une tribune d'échange autour des questions de développement dénommée Forum de la diaspora des filles et fils d'Adjara. Ce forum nous permettra d'amener les citoyens d'Adjara à s'impliquer davantage dans le développement de notre commune. Il permettra également à la commune d'Adjara la visibilité comme un grand pôle économique avec des unités de production et de commerce qui assurent l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. En somme, réfléchir sur les stratégies de mobilisation des ressources pour financer les investissements et autres actions phares du plan de développement communal. Le contenu de ce forum de 4 jours prévoit des soirées culturelles, la foire économique et des ateliers thématiques pour rendre beaucoup plus visibles les atouts de la célèbre cité des tambours. Les potentialités économiques, touristiques, culturelles et culinaires de la commune. Les défis des attentes de la diaspora. Les logements sociaux et la valorisation des matériaux locaux, la production agricole, artisanale et agroalimentaire. Un rendez-vous à la fois économique, touristique et culturel qui bénéficie du soutien de beaucoup de partenaires dans l'État central. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. La ville a des projets, a une base de données de projets qu'elle met à la disposition de cette diaspora. Des projets de développement à l'intérieur qui impactent non seulement la jeunesse, qui appellent justement le développement des entreprises, d'abord au sein de la commune. Et aussi, quand on voit la position du Nigeria à côté, il faut franchement qu'elle en tire un avantage et un profit. C'est du 25 au 28 août que nous soyons ensemble pour pouvoir éplucher les potentialités que Adjara, que vous avez révélées tout à l'heure là. Située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou au sud-est du Bénin, la commune d'Adjara est une zone de transit entre la République fédérale du Nigeria et la ville de Porto Novo. Une position stratégique que le conseil communal entend valoriser, d'où ce forum. Le rendez-vous est pris pour les journées des 25, 26, 27 et 28 août 2021. En diplomatie, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie le week-end dernier à Accra, au Ghana. Comme les autres pays membres, le Bénin y a pris part avec la participation du président Patrice Talon. Quelques jours après les assises, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait le point de la participation béninoise. C'est à la faveur d'un point de presse animé par Aurélien Agbenonsi lundi à Cotonou. On retrouve Nassi Salosé. Devant un parterre de journalistes mobilisés pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a d'abord parlé de l'ordre du jour de cette 59e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à en croire Aurélien Agbenonsi, de l'examen des rapports de la 46e session du Conseil de la médiation de la sécurité et du 86e Conseil ordinaire de la CEDEAO. Parallèlement, a-t-il dit, il y a eu des questions spécifiques, notamment celles relatives à la pandémie de la Covid-19. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de notre structure spécialisée qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7
de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. De la santé à la politique, les dirigeants de la sous-région se sont ensuite penchés sur la paix, la sécurité et la démocratie dans la sous-région. La conférence s'est réjouie du bon déroulement de l'élection présidentielle au Niger et au Bénin, et l'ensemble des chefs d'État ont chaleureusement félicité le président Patrice Talon pour sa réélection à un second mandat et le président Mohamed Bazoum du Niger pour son élection pour la première fois à la tête de la République sœur du Niger. La situation au Mali a été aussi abordée et la conférence poursuit le patron de la diplomatie béninoise s'est réjoui de la nomination d'un premier ministre civil. Derrière, le phénomène du terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest n'a pas été occulté. La conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Elle a exprimé sa solidarité avec les États membres et les populations touchées. Sur la création d'une union monétaire, conclut le principal orateur du jour, la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres. La monnaie ECO, elle, est prévue pour être lancée à l'horizon 2027. Rendons-nous à présent dans les locaux du Conseil économique et social. Le président Tabé Bien a reçu dans la matinée de ce mardi le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou. Il s'agit en effet d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'institution. Plusieurs sujets ont été abordés à l'occasion. On écoute ici le médiateur de la République du Bénin. C'est une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, une visite de prise de contact. Nous sommes venus le remercier pour son accompagnement parce qu'il était avec nous à la prestation de serment. Il nous a envoyé une lettre de félicitations et nous avons jugé utile de venir le remercier et nous entretenir sur la vie de notre institution. Vous savez que les deux institutions sont dans le domaine du social. Et nous venons de prendre service. Nous avons besoin de leur expérience. Parce que vous savez, c'est pratiquement le doyen des présidents d'institutions. Nous pensons que nous pouvons au début nous adosser à eux pour prendre notre envol. Nous sommes là pour accompagner les citoyens qui ont des problèmes avec l'administration. Ils sont là dans le social, nous avons besoin d'eux. Au cas où nous aurons des éléments qui nécessiteront leur appui, leur accompagnement, nous viendrons vers eux. Étant tous deux dans le social, nous devons donner les mains pour aller de l'avant et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Le Bénin abrite depuis lundi un atelier régional portant sur les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique. La rencontre se tient à Cotonou et a mobilisé des participants venus de plusieurs pays. Ouliat Sanoussi. Au cœur de cet atelier régional, une préoccupation commune. Comment renforcer les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique? Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 70% de la population mondiale n'a pas accès à la protection sociale et près de 90% dans des pays africains n'en jouissent pas. Cela concerne les travailleurs du secteur informel et du monde rural qui ne bénéficient pas de ce droit humain reconnu par plusieurs instruments et tests juridiques internationaux. Qu'il s'agisse par exemple de l'accès aux soins de santé ou au crédit, les mouvements sociaux et autres organisations de la société civile ont toujours été présents là où les gouvernements sont absents ou sont insuffisamment présents. Grâce aux mutuelles de santé, des millions de nos concitoyens africains, notamment du secteur informel et agricole,
ont accès à des soins de santé de qualité sans s'endetter, sans s'appauvrir et sans basculer dans l'indigence. Sans protection sociale, ces personnes sont extrêmement vulnérables aux chocs, tels que la Covid-19. L'atelier qui débute aujourd'hui s'inscrit dans les programmes 2017-2021 de l'OISM, appuyé par la coopération belge et dans le cadre stratégique commun Travail décent. La rencontre se déroule aussi bien en virtuel qu'en présentiel. Les participants proviennent de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et des organisations telles que We Social Movements, le Réseau international pour les droits à la protection sociale, Inspire Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA. Chaque être humain, qu'on soit femme ou homme, enfant, adulte ou personnes âgées, qu'on travaille dans l'économie formelle, ou en emploi précaire, qu'on vit en zone urbaine ou en zone rurale, chaque personne a ce droit. Et justement, l'agenda 2030 faisait un appel. On ne peut pas laisser personne de côté. Le temps est là pour, encore une fois, intensifier nos efforts et veiller à ce que toutes ces personnes-là aient un accès à la protection sociale universelle. Selon la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la thématique de cet atelier cadre bien avec la vision du gouvernement béninois qui accorde une place de choix à la question de la protection sociale, notamment à son extension effective à toutes les couches de la population avec la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Le présent atelier, dont l'objectif principal vise à organiser un apprentissage commun entre les différents acteurs de la protection sociale de la sous-région, notamment le réseau Inspire Afrique, les cadres des départements ministériels en charge de la protection sociale dans les différents pays et autres acteurs, est une occasion privilégiée de partage d'expériences au niveau des États, des institutions régionales et des acteurs de la société civile. Je suis convaincu que les expériences des autres pays de la sous-région pourront enrichir la stratégie béninoise et nos hôtes pourront également s'inspirer de notre expérience. Au terme de l'atelier, une feuille de route sera élaborée pour une meilleure synergie d'action et d'articulation entre les stratégies des OSC et mouvements sociaux continentaux avec les politiques gouvernementales. Il sera également sanctionné par la déclaration de Cotonou. La ministre des Affaires sociales et la représentante de l'UNICEF au Bénin ont procédé au lancement d'un projet pour renforcer les jeunes à s'impliquer davantage dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance appuyée par le Japon. Allez-y pour les détails. Voici qui marque la phase opérationnelle du projet Football for School pour lequel le Bénin est retenu comme pays pilote. Signature de la convention d'accueil et d'organisation de la phase finale du championnat national scolaire et lancement du logotype. Nous pouvons voir donc ici l'image jeune, puissance et vive en face avec l'esprit du tournoi des compétitions scolaires de notre pays. Car rappelons-nous, nous parlons ici d'un pays, certes, d'éducation, mais très grand, de talent et de compétences. Au niveau du logo et de la séance d'aujourd'hui, le lancement du logo peut être vu comme un lancement officiel de la compétition. Dès aujourd'hui, l'événement aura une véritable identité. Les joueurs, les spectateurs, les organisateurs, les médias pourront s'y associer facilement. C'est une étape importante dans la préparation d'un tournoi et surtout dans cette ère moderne de la communication. Tous les acteurs du football sont présents à cette cérémonie, notamment le président de la Fédération béninoise de football. Et puisqu'il s'agit du sport scolaire, le directeur général de l'OPSU et son adjoint se sont également déplacés. À cette étape, toutes les dispositions sont déjà prises pour la réussite de l'organisation. Nous avons déjà des équipements qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons déjà, de la part du Bénin, un certain nombre d'initiatives qui sont en cours d'exécution. Et nous allons vers la première édition, ce qui peut être considéré comme une phase nationale, une phase finale, la toute première de ce championnat scolaire qui se déroulera dans une des communes du Bénin et qui rassemblera des jeunes garçons et des jeunes filles de nos collèges. Le plan du tournoi est bien ficelé.
Pour cette première édition, Grand Popo accueillera le championnat national scolaire. Les phases communales se sont déjà déroulées et celles départementales sont pour le 26 juin prochain. L'aboutissement de ce projet est l'expression de la volonté commune du gouvernement du Bénin et de la Fédération internationale de football association. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Allez, vous avez notre merci et le merci des téléspectateurs. Merci bien à vous, Ingrid. Très bonne journée du mercredi. On va poursuivre avec la matinale du jour Actu Matin. Vous aurez 2 ou 3 invités en plateau ce matin. Dans la rubrique environnement, Fulbert Adimerossou nous emmènera au niveau de la bouche du roi. Est-il possible de stabiliser cet espace de façon durable? C'est la question que nous poserons à Georges Degbe. Il est océanographe physique et chercheur à l'IROB. Henri Assogba, le président des vendeurs de l'essence de contrebande, l'essence Bayor au Bénin. Et on parlera donc du secteur des hydrocarbures et cette réorganisation à ce niveau avec les Tchadé qui le recevra. Et puis les offres Canal+, oui, on en parle également ce matin. Mais avant, le forum de discussion, 3 sujets à aborder. La sortie frauduleuse de vivre du territoire national avec cette opération de la police républicaine dans le département de la Libourie. Nous dirons également un mot sur l'encadrement des écureuils avec le sélectionneur national Michel Dussier qui est reconduit à son poste. Et puis c'est aujourd'hui, dans l'après-midi, ce soir précisément, que prennent fin les compositions de l'examen du baccalauréat pour les plus de 82 000 candidats qui composent en ce moment du déroulement de cet examen. On va en parler également. La pub. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Pont-et-Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomé-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Press, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi,
Bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitexpress, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Allez, 7h43 minutes sur Canal 3 Bénin. Si vous nous rejoignez, c'est Actu Matin, votre matinale, avec les débatteurs en plateau, Herman Aniambossou, Wahab Alikbara, André Dossa. Bonjour, bienvenue. Ce matin, nous aurons abordé 3 sujets. On va parler des candidats au baccalauréat qui, ce soir, vont finir avec les épreuves écrites, du déroulement de cet examen, on dira un mot, de l'encadrement des écureuils avec le sélectionneur Michel Dussuet qui est maintenu à son poste, décision prise par le bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Et par la suite, et en premier sujet, nous allons aborder cette opération menée par la police républicaine dans le département de la Libourie. Oui, on nous parle d'environ 2500 sacs de vivres qui étaient en partance vers les pays limitrophes, les pays voisins, qui sont interceptés par les éléments de la police républicaine qui veillait au grain. Oui, André Dossa, un soulagement pour les Béninois qui, depuis quelques semaines, sont en train de crier leur ras-le-bol face donc à la hausse des prix des produits vivriers sur le marché de la consommation. Oui, le soulagement réside déjà dans le fait que le gouvernement a pris ses responsabilités. Le gouvernement a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures pour quand même permettre à la population de subir moins les affres de cette crise que connaissent plusieurs pays, notamment à une certaine acuité dans notre sous-région. Ces mesures ont consisté entre autres à cette arrestation dont vous parlez. On parle quand même de 2500 sacs de vivres. Ce n'est pas petit. Je crois qu'il faut déjà saluer l'efficacité dont font preuve les forces de sécurité, les forces de l'ordre à ce niveau-là. Vous savez que nous sommes, c'est vrai, dans une économie de marché, la libre concurrence. Le producteur est libre donc de vendre son produit pour essayer de gagner, d'engranger le maximum de bénéfices possibles. Mais il peut arriver que pour certaines raisons, l'État fasse des réquisitions. On peut demander, n'est-ce pas, aux producteurs, eh bien, lorsque vous produisez, vous devez les vendre, n'est-ce pas, à l'État ou en tout cas sur le territoire national exclusivement. Je crois que nous nous retrouvons plus ou moins dans cette situation en ce moment. Nous produisons, il n'y a pas longtemps, le Bénin célébrait des excédents de production, notamment des produits vivriers, et que lorsque cette crise survient, on a normalement en droit de se dire, bon, nous, on doit pouvoir subir moins les conséquences, l'impact de cette crise-là, mais ce qui n'est pas le cas. C'est surtout aussi parce que c'est exporté, ce que nous produisons au plan local, que la mévente, la cherté de ces produits-là se constate, se vit, n'est-ce pas, au quotidien, avec cette acuité que nous remarquons au niveau de nos marchés. Donc, je pense que c'est une bonne action. Il faut souhaiter que ça soit étendu aux autres frontières informelles du pays, parce que c'est surtout pas ces frontières informelles que les produits sortent du pays. Il faut que le gouvernement maintienne le cap pour que au moins ce dont nous disposons puisse rester sur place, puisqu'on n'a plus de boutiques témoins, on n'a plus ce mécanisme qui consistait, n'est-ce pas, pour le gouvernement de stocker des produits pour pouvoir répondre le cas échéant, comme c'est le cas en ce moment. Oui, 2500 sacs, Wahab Alikbara, c'est énorme. On avait tout ça chez nous. Oui, bon, on découvre tout ça chez nous maintenant avec ce acte louable posé par la police républicaine. C'est dire que ceux qui, sur la toile, avaient qualifié de farfelu les explications du porte-parole du gouvernement en ce qui concerne, et en même temps du ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne donc les raisons qui justifieraient, je dirais... Il y avait deux raisons évoquées en ce moment. On parlait d'une faible pluviométrie et par la suite d'une exportation des produits. Voilà, donc
sur ces raisons, je pense que ça vient justifier, ça vient donner raison au porte-parole du gouvernement qui, dans ses explications, estimait que, entre autres raisons, bien entendu, c'est parce que ce que nous produisons sur le plan national n'est pas totalement consommé ici, mais ça va à l'extérieur. Et en ce moment difficile où la crise sévit partout et que nous, à l'intérieur, on le ressent, on sent que les producteurs n'ont pas pris conscience. C'est vrai, la sécurité alimentaire ne relève pas directement ou uniquement du producteur. Lui, il est dans la recherche de l'intérêt. C'est-à-dire qu'en allant vendre à l'extérieur, donc dans les pays voisins, on a cité le Niger, le Nigeria et autres, n'est-ce pas? C'est parce que le producteur s'attend à gagner plus. Et donc, merci. Et c'est ça. Et donc, il faut saluer la prise de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, donc, qui s'est engagé et qui prend ses responsabilités. Donc, ma foi, on avait peut-être laissé tomber, il y avait une certaine passivité au niveau des forces de l'ordre et des autorités et ça avait encouragé les producteurs à faire sortir leurs produits. On doit faire comprendre aux populations, sinon aux producteurs, que ce que nous avons sur le plan national ne nous suffit pas. Donc, inutile même de le faire sortir. Et je pense que si l'État, dans ses actions, arrive à réguler le prix, ça peut aussi encourager les producteurs. Parce que c'est une concurrence avec les pays extérieurs, donc les pays voisins, qui amènent le producteur à estimer qu'en allant là-bas, c'est-à-dire c'est un peu l'Eldorado, quoi. On achète mieux mon produit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, il faut une certaine sensibilisation. L'État ne doit pas toujours procéder, je ne sais pas, avec la chicotte pour que les forces de l'ordre soient seulement là à réprimer. Je pense qu'une sensibilisation pourrait amener les producteurs et un accompagnement, pourquoi pas. Une sensibilisation, un accompagnement des producteurs pouvait les amener à prendre conscience. Alors, à vous écouter ce matin, Wakab Alikwara et Mandani Bossou, c'est dire donc qu'il ne faudrait pas déplorer le fait que le producteur veuille se faire du profit en allant conquérir le marché étranger. Non, mais c'est la loi du marché. Oui. Et quand la demande est supérieure à l'offre, ça crée la surenchère et donc la cherté de la vie. Et vous constatez avec moi que, sauf qu'ici, la demande ici, ce n'est pas au Bénin, ça se passe dans les pays de la sous-région. Quand on parle de Sonsoro, de Banikwara, de Madekali, de Segbana et de Malanville, et on a pu arrêter plusieurs sacs de maïs, de vivriers, de produits vivriers à ces frontières-là. Ça voudrait dire qu'en réalité, ce qu'on disait, qui consistait à dire que la pluviométrie qui a permis d'avoir beaucoup de coton ne peut pas en même temps manquer pour les produits vivriers. Ça veut dire que ça se confirme là maintenant. Ça veut dire que les producteurs, ils ont réussi à récolter beaucoup de produits, mais ils ont préféré écouler ces produits à l'extérieur du Bénin parce que là-bas, la demande est forte et parce que là-bas, ils savent qu'ils feraient assez de profit. Le problème ici, c'est de poser la situation depuis la base. Le Bénin, optant pour la démocratie, a fait l'option du libéralisme économique. Est-ce qu'on a expliqué à ces producteurs, est-ce qu'on a expliqué à ces commerçants béninois ce que c'est que le libéralisme économique? Est-ce qu'on leur a dit qu'il y a possibilité pour l'État béninois de pouvoir réguler le marché, de pouvoir faire en sorte que les boutiques Théon, par exemple, qui avaient eu vent sous Boni-Yahi, qu'on puisse les rouvrir et qu'on puisse faire en sorte que les producteurs, une fois qu'ils ont récolté les produits, qu'on puisse les acheter ces producteurs-là et les conserver dans ces boutiques Onaza pour permettre, par exemple, aux consommateurs lambda de pouvoir s'approvisionner parce que justement, les dégâts sont déjà là. La boule d'Akassa, il y a même les amis de, je crois, Comedy Club, les amis qui ont fait de Jésus Comedy Club, qui ont déjà fait un petit sketch là-dessus. Et quand vous prenez la boule d'Akassa dans ma main, ça peut rester même, je peux même faire un coup de poing et donner un coup de poing à quelqu'un parce que la boule d'Akassa de 25 francs, 50 francs, vous avez ça devient de plus en plus cher. Donc, c'est comment on fait pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus parce qu'il ne faut pas attendre que la vie soit chère pour pouvoir commencer par raisonner. On nous parle de 2500 sacs. On ne sait pas combien de sacs sont déjà partis avant qu'on arrête ces émissions. Et ça, c'est dans le seul département de la Liborie. Alors, quelle est la politique que vous pensez que l'État pourrait mettre en œuvre? La construction de magasins, par exemple, pour racheter les produits chez les producteurs et les stocker pour qu'en cas de soudure, en cas de pénurie sur le marché, qu'on puisse les déverser, histoire de réguler un tant soit peu ce marché-là, un peu comme le faisait cet office et cette agence gouvernementale en son temps, vous l'avez rappelé d'ailleurs, le NASA.
Oui, d'abord, vous savez, on n'a pas besoin, ou les citoyens n'ont pas eu besoin de suivre le sketch de Polycarpe et Abel Solo pour déjà commencer à vivre dans leurs assiettes à la maison les effets de ce dont nous parlons ce matin. Et aussi, il faut reconnaître que beaucoup de producteurs se plaignent de la rareté ou du retard des pluies. Rendons grâce, ça a commencé depuis peu, il pleut maintenant de plus en plus. Et n'oublions pas qu'au nom de ça, la loi de marché aussi, vous voyez, les producteurs parfois, ou même les commerçants qui ne pas rachètent les productions, peuvent décider de faire du stockage et attendre que le marché soit favorable avant d'écouler leur stock. Les 2600 sacs à arrêter et d'autres qui continuent toujours de sortir du pays peuvent être considérés comme peut-être du stock qui existait depuis pendant la période où on avait des excédents de production, ainsi de suite. Aussi, je crois que le gouvernement fait des efforts. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une certaine incitation à l'endroit des producteurs qui, dans le sens de l'amélioration de la production agricole dans notre pays. Il n'y a pas que le coton. Je crois que dans les autres secteurs, en vue de la diversification de l'agriculture, des efforts sont faits pour faciliter avec ce fonds qui est également mis à disposition, le FNDA. Exactement. Donc, ce n'est pas exclu que les produits qui sortent du pays résulte de cette politique de facilitation que l'État fait à l'endroit des producteurs. Pourquoi donc le Bénin devrait consentir des efforts pour assurer son autosuffisance alimentaire et que ces produits iraient à l'extérieur? Je crois qu'il faut revoir la chose à ce niveau. Sur la question que vous faites, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit pouvoir revoir la copie en ce qui concerne la suppression de l'ONASA. L'ONASA, ou encore, peut-être il faut améliorer cette initiative-là, mais sinon, disposer de cette structure, peut-être que l'État aurait eu le moyen d'acheter ce qui peut-être est resté sous les bras des producteurs, les conserver, les stocker, pour que lorsque les problèmes surviennent, on puisse donc ouvrir les boutiques témoins et permettre aux citoyens, qui n'ont pas la possibilité d'aller au marché, dont le pouvoir d'achat n'est pas à la hauteur du prix au marché, d'aller vers ces boutiques témoins parce que le prix serait plus incitatif. Je crois qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, il est clair qu'on doit pouvoir revenir un peu en arrière. Autre chose, il me semble que ça va être difficile. C'est vrai, aujourd'hui, on voit que les forces de l'ordre agissent. Ils ont arrêté 2600 sacs. Il y en aura sans doute encore plus. Mais il faut que la régulation des prix soit vraiment effective dans notre pays. Que la direction, par exemple, du ministère du Commerce qui s'occupe de la concurrence et des prix, qui semble avoir disparu depuis peu, puisse vraiment se montrer plus efficace sur le terrain et plus présent, plus dynamique pour empêcher que notre nourriture, entre guillemets, notre repas se retrouve dans les assiettes de nos frères. C'est vrai, le sens du partage, la solidarité, le bon voisinage existe, mais quand c'est dur d'avancer, parfois il faut quand même penser à soi-même d'abord, avant les autres. Il faut aussi davantage surveiller les frontières. Oui, Herman. Oui, ce que vous dites, c'est vrai que je pense que ça amène le gouvernement à réfléchir un peu à cette stratégie. On entend les boutiques témoins de l'ONASA qui permettaient de stocker des produits, quitte à les vendre après en période de soudure. La situation, c'est pourquoi est-ce que les forces de l'ordre, aujourd'hui, il a fallu sans doute que les forces de l'ordre soient mises à contribution pour qu'on puisse arrêter, à raisonner ces différents produits qui allaient en partance pour Niamey, qui pour le Nigeria, parce que justement le producteur sait que là-bas, il va faire assez de bénéfices. Et vous l'avez dit, on ne peut pas comprendre qu'il y ait un fonds qui soit dédié à l'autosuffisance alimentaire et qu'une fois les produits récoltés, qu'on puisse rester affamé au nom d'une certaine solidarité et qu'on puisse envoyer les produits à l'extérieur parce que nous, on est très bons. Non, vous pouvez toutefois ne pas comprendre cette attitude de certains producteurs, mais vous savez que dans ces régions, on constate que la production cotonnière a pris le pas sur la production des produits vivriers. Et quand on voit le traitement qui est réservé aux producteurs de coton en matière de fonds injectés, en matière d'achat de son produit, comparativement aux producteurs de produits vivriers, il n'y a pas photo, comme on le dit. Non, et quand c'est comme ça, il est difficile d'interdire à ce producteur de produits vivriers de chercher à vendre son produit à l'extérieur pour essayer d'engranger un peu de ressources à l'équilibre du producteur. Notez avec moi que si on permet aux producteurs de coton de produire une fois le coton et qu'on va les acheter auprès de ce producteur-là, ça veut dire qu'il y a une politique qui est mise en place pour que ça ne puisse pas passer par les frontières pour aller à l'extérieur. Il y a quelques mois, on nous a parlé de noix de cajou
que des gens seraient en train de vouloir prendre pour exporter à l'extérieur, et on a donné des consignes fermes que ça ne puisse pas aller. Je pense que l'État béninois aujourd'hui est en train de mettre en place une politique, et c'est ça qui permet aujourd'hui d'arraisonner les 2500 sacs-là. Et donc on devrait également faire la même chose, pour permettre en sorte qu'il y ait d'abord l'autosuffisance alimentaire, avant de permettre maintenant à ce qu'on puisse exporter l'excédent vers les pays de la sous-région. Auquel cas, je ne sais pas si on ne va pas acheter la boule de la casa bientôt à 100 francs. Le déséquilibre noté à travers cette analyse de Herman Anyamboussou, le traitement qui est réservé aux producteurs de coton comparativement au traitement réservé aux producteurs de produits vivriers. Oui, je crois que c'est une manière d'attirer aussi l'attention de nos gouvernants sur ce détail-là. En observant, on peut se dire, mais pourquoi on encourage plus? Parce que quand vous écoutez les producteurs, c'est un peu comme si les producteurs de coton qu'on ne mange pas, n'est-ce pas, sont beaucoup beaucoup plus logés aux meilleures enseignes que, je dirais, par le gouvernement, plutôt que les producteurs des produits que nous consommons. Je pense que si on analyse, on peut procéder ainsi. Donc cette jalousie peut-être est ajoutée à la recherche du profit, puisque l'univers est capitaliste, n'est-ce pas, ajoutée à la recherche du profit, pousse les producteurs à aller vendre à l'extérieur leurs produits, estimant, n'est-ce pas, que la bonne nouvelle et la joie se trouvent beaucoup plus à l'extérieur. Maintenant, pour la sécurité alimentaire, qui est du devoir de l'État central, il est temps, n'est-ce pas, que les structures, notamment le ministère du Commerce, en son sein, la direction du commerce intérieur, puissent se réveiller. Et qu'on puisse travailler également à la régulation des produits, du prix des produits. Parce que je pense que c'est ce qui manque, et les producteurs se disent, mais quand même, nous nous débrouillons nous-mêmes. Si on a cette façon de faire, d'équilibrer, ça peut davantage encourager, jouer sur le sentiment des producteurs, de manière à ce que, n'est-ce pas, ils puissent comprendre que nous travaillons pour nourrir les populations à l'interne, et nous avons l'accompagnement de l'État central. Voilà. Avec les pays voisins, nous les aimons, comme l'a dit André, mais quand ça devient difficile, on se préfère. Oui, mais je ne sais pas si le Bénin dispose de statistiques sur ces différentes données-là. Parce qu'en temps normal, nous sommes 10 millions de Béninois. Les données statistiques doivent permettre de savoir qu'en une année, les Béninois consomment telle quantité ou telle masse de produits vivriers. De sorte que quand on fait une marge et qu'on ajoute 10% ou 15% de ce qui est produit, on peut maintenant permettre aux producteurs de pouvoir exporter l'excédent. Je pense que c'est un travail scientifique qu'il faut parce que justement, n'oubliez pas qu'il fut un temps, on disait que quand ils ont fini de stocker les produits, il y a des insectes qui sont encore venus dévaster ces mêmes produits-là. Donc, il faut trouver le moyen de ne pas en même temps priver le producteur de faire des bénéfices, mais de lui permettre quand même de nous alimenter. On a quand même vu, il y a de cela quelques mois, des magasins construits un peu partout dans le pays. On se demande à quoi ça sert. C'était destiné à stocker les produits. Nous avons, de façon globale, notre agriculture a un problème de stockage, de conservation de produits. Je crois que ces magasins sont construits dans ce sens et n'ont rien à voir avec ce que avait pu être l'ONASA, les boutiques témoins. Je pense que, oui, il y a peut-être une certaine primauté donnée au coton, au niveau donc des incitations, de l'accompagnement. Mais le même gouvernement, pendant des années ici, a quand même fait la promotion de la diversification de l'agriculture. Les cadres du ministère de l'Agriculture nous ont mis à disposition des chiffres qui témoignent de ce que nous avons une production excédentaire d'un certain nombre de spéculations. Alors, ces mesures, ces outils, ces astuces-là, ont-ils disparu du jour au lendemain? Je ne pense pas. Je pense aussi que depuis la nuit des temps, on a toujours exporté. Les commerçants, les producteurs ont toujours exporté. Peut-être qu'aujourd'hui, on vit cette situation parce que, vous savez, il y a peut-être des pays à côté de nous qui ont un appétit plus gros que le nôtre, et lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, ils captent davantage nos produits, notre production, et la conséquence se remarque immédiatement. Évidemment, vous savez, plusieurs dizaines de centaines de millions de consommateurs du Nigeria ont davantage besoin de ressources, ont besoin de produits, contrairement à nous, qui, avec nos 11-12 millions, plus ou moins, on essayait quand même de s'en sortir. Même si, il faut le reconnaître, il y a des produits qui sont quand même importés du Burkina, je pense par exemple à la tomate et autres. Donc, il faut quand même revoir la situation. Comment faire en sorte que les produits ne sortent pas, mais s'ils doivent sortir, quel est le rythme, quelle est la quantité qu'ils doivent sortir,
qu'on sente vraiment la présence de l'État à ce niveau-là, dans la régulation aussi des prix des produits. Et dans un contexte aussi où l'État fait la promotion du consommation local, André fait bien de rappeler ici qu'il y a du riz produit ici au Bénin qui est du riz de très bonne qualité. Je pense que l'État devrait faire en sorte que, oui, quand on a incité le consommateur à aller vers le consommation local, on fait en sorte que ce qui est produit localement puisse vraiment rester dans le pays. Ça nous éviterait ces gens. Ça soit également votre raisonnement maintenant à l'inverse pour dire, lorsque je suis producteur de riz, malgré que j'ai arrangé un peu, j'ai amélioré l'emballage, la conservation, et que le produit est bien disponible, et que le Béninois préfère aller acheter le riz long grain taïwanais, japonais, je ne sais lequel, je serais découragé. Alors j'aurais tendance, n'est-ce pas, à aller vers le marché nigérien ou dans notre pays. Parce que ici, je constate que mon produit n'intéresse pas les locaux qui ont une préférence pour ce qui vient de l'Asie. C'est aussi ça, peut-être, l'une des conséquences de ce que nous vivons en ce moment. Il faut que nous apprenions à consommer local. Donc, très rapidement, Christian, je pense que la période que nous traversons, on doit pouvoir tirer leçon, notamment au niveau des autorités. Cette analyse de André m'amène à dire, si le riz thaïlandais, long grain, court grain, riz cassé du Nigeria, jollof de ci, bref, il y a de ces qualités-là, sans faire de publicité, quitte là-bas pour venir, c'est peut-être parce que nous, ici, on a plus besoin de ces produits-là et que les autres aussi apportent leurs produits à l'intérieur au Bénin, estimant qu'ils ont mieux à vendre ici. Et l'inverse aussi se justifie. Ça veut dire quoi? Que si le producteur béninois travaille à rendre joli son produit, la qualité y est, l'emballage est attrayant et autres, mais le consommer local là ne se vit pas comme cela se doit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attiré par ce qui vient de l'extérieur, ça pose un problème. Maintenant, ce qui vient de l'extérieur ne tombe pas du ciel. On a des frontières. Il faut qu'on travaille à ce que le consommation local soit davantage encouragé et que le producteur vit du fruit de ses efforts et que le consommateur soit facilement envoyé vers le producteur. Et donc, au niveau de nos frontières, on a travaillé à ce que ces produits-là rentrent de manière véritablement contrôlée. Maintenant, ce qu'on note, les producteurs de coton sont beaucoup plus encouragés, comme on l'a dit, chouchoutés. Maintenant, les intrants et autres vont beaucoup plus chez les producteurs de coton plutôt que ceux qui vendent, ou en tout cas produisent ce que nous mangeons. Par exemple, peuvent être les mêmes personnes, hein, voilà, producteurs de coton et producteurs de produits vivriers. Parfois, ils se retrouvent. Mais l'engrais, par exemple, c'est beaucoup plus orienté vers les producteurs de. Oh, même ceux qui vendent à manger, en dépit de tout ce qu'on nous dit sur les conséquences de l'engrais, ils ont besoin de tous ces éléments-là, n'est-ce pas, pour pouvoir faire. Il y a un aspect que André a abordé qui doit être pris en compte également par le gouvernement. C'est ceux qui font le stockage de maïs, de produits vivriers, pour attendre que ça prenne de la valeur sur le terrain pour commencer par les écouler. Je pense que sur ce terrain également, il faut faire du bon boulot parce que je ne travaille pas de secret. J'ai été il y a quelques années à Kérou. Mais c'est une salle remplie de maïs. Le monsieur a stocké son truc là, il attend la période vienne pour pouvoir. Donc il faut peut-être que l'État aussi veille à sortir ces. Si on produit correctement, il n'empêche que cela sorte. Je pense que si on stocke, c'est-à-dire s'il y en a en quantité sur le territoire national, même ceux qui stockent là seront découragés. Parce qu'ils stockent, parce qu'ils savent que quand les autres vont vider, vont emporter, qu'on aura besoin de ces produits à l'extérieur, on viendra vers lui. On viendra vers lui et il va vendre. Allez, après l'échec, je veux dire la défaite des écureuils du Bénin face à la Sierra Leone avec une lourde conséquence, le Bénin qui ne sera pas à la CAN Cameroun 2020, eh bien, il a fait l'objet de fortes critiques. Je veux parler du sélectionneur national Michel Dissué. Certains s'attendaient dans les heures qui ont suivi cette défaite à une démission de sa part, mais d'autres encore à un limogeage, décision prise par la Fédération béninoise de football. Mais hier, eh bien, nous avons cette actualité que j'invite en débat ce matin. Michel Dissué, qui est reconduit sélectionneur des écureuils du Bénin. Une grande surprise pour vous, Herman Parfait à Niambossou? Non, pour moi, il n'y a pas de surprise. Non, pas du tout. Juste qu'il faut pas renvoyer pour renvoyer. Qu'est-ce que le Bénin a aujourd'hui comme potentialité?
la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le Bénin a des joueurs, certes. Le plus beau sélectionneur du Bénin ne peut donner que ce qu'il a. Donc je pense que le Bénin, bien qu'ayant des locaux, de la valeur, je pense qu'il revient maintenant d'ici, une fois qu'il a eu encore l'aval de la fédération, donc validé par le ministère des Sports, de pouvoir donner du meilleur de lui-même. Parce qu'en réalité, quand vous faites un peu l'histoire de Michel Dussuyer par rapport au Bénin, une première fois, il avait déjà conduit la sélection béninoise. En 2010, il a été limogé. Et quand il est parti, il a essayé de porter à bout de bras la Guinée à la CAN. Juste après, lui-même, il a démissionné. Après après l'élimination de la Guinée, il a été fait sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Juste après l'élimination de la Côte d'Ivoire également, il a démissionné. Donc, il aurait pu démissionner une fois après l'élimination du Bénin, que j'allais comprendre qu'il est dans une logique. Je pense que le Bénin a fait exception, il est resté. Le ministère fait bien de lui accorder sa confiance avec la fédération. Je pense qu'il lui revient maintenant de saisir le taureau par les cornes, parce que le mondial, les éliminatoires démarrent en septembre prochain. Même si son contrat est doit finir en juillet, fin juillet prochain, je pense que c'est une occasion pour lui de pouvoir rebondir. Ah oui, j'aurais souhaité entendre Hakimi Ousseli ce matin sur cette décision de la FBF. Malheureusement, il n'est pas là, il n'est pas en plateau. Wahab Ali Para, des chances pour Michel Dussuyer de rebondir, de repartir sur de bons pieds, en attendant d'écouter André. Oui, non, je pense que c'est une occasion pour se racheter aussi. Le sélectionneur, le meilleur du monde, ne peut donner, comme on a dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, on parle de ce qu'il faut tirer leçon de tout ce qui s'est passé. On a été mauvais élèves au cours des différentes compétitions et qu'on est resté beaucoup plus mathématique que tactique sur le terrain. On a reproché bien de choses aux sélectionneurs. Je pense que c'est l'occasion de prendre tous ces détails-là au sérieux, notamment les positionnements, les éléments qu'on met sur le terrain, qui doit être au latéral, qu'on a mis peut-être au milieu, qui devrait être sur le terrain, mais qui est resté sur banc de touche, etc. Et maintenant qu'ils puissent avoir les coudées franches pour fonctionner. Les commentaires qu'on apprend ailleurs, on dirait qu'il y a une certaine pression ou une certaine influence de tous les autres éléments du staff qui ne permettent pas au sélectionneur de faire correctement son travail. Et à la fin, les résultats sont collés au sélectionneur. C'est bon, c'est lui, c'est mauvais, c'est toujours lui. Donc je pense que c'est une nouvelle chance. On lui accorde la confiance. Il doit tirer leçon et bénéficier sans doute de l'accompagnement de tout le staff, de manière à ce que les prochaines fois on puisse lever la tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché lors des différentes compétitions, et qu'on puisse encore cesser d'être chaque fois mathématique. Si on fait match nul ici, si telle équipe perd, vous voyez, il y a souvent fort en calcul. Mais oui, très fort en calcul. C'est ça que j'appelle mathématique. Il faut qu'on puisse davantage travailler. On a des joueurs, mais qu'on puisse vraiment essayer tout le monde pour voir la compétence chez chacun et les amener davantage. Alors, qu'est-ce qui a bien pu militer en faveur de Michel Dussuyer pour susciter cette décision des membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, André Doussa, selon vous? Je voudrais d'abord répondre à Wahab que même les grandes équipes font des calculs. Parce que les calculs font aussi partie du football. Voilà. Mais vous savez, des calculs, ils travaillent plus que nous qui nous limitons presque à tellement de calculs. Nous n'avons pas, en réalité. Vous savez, moi je ne suis pas fan de Michel Dussuyer, mais c'est le mot qu'on puisse dire. Mais passer les émotions, une fois que les émotions, la colère se sont calmées, il faut analyser la situation vraiment avec la tête froide. Il faut surtout faire preuve de réalisme. Je pense que c'est essentiellement ce qui a pu conduire les membres de la fédération à renouveler leur confiance à Michel Dussuyer. Je dis que nous n'avons pas d'équipe, et c'est une réalité, nous n'avons pas d'équipe nationale. Enfin, c'est-à-dire qu'on a quelques joueurs qui se battent, qui essayent donc de nous donner satisfaction. Les cas de finale de la Coupe d'Afrique ne doivent pas nous voiler la face. Il faut travailler. Il faut davantage travailler. Et moi, la reconduction de Michel Dussuyer me laisse un petit peu sur ma faim parce que j'ai parfois le sentiment que dans cette fédération, il n'y a personne pour dire au sélectionneur, pour le rappeler à l'ordre d'un moment donné, lui dire attention, il y a ci, il y a ça, ainsi de suite. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre pourquoi le sélectionneur ne veut jouer qu'avec les mêmes tout le temps. Il y a des jeunes gens qu'il convoque toujours, à qui ne donne jamais la chance. C'est vrai, on ne vient pas apprendre à jouer en équipe nationale. On ne vient pas apprendre à jouer en équipe nationale, mais c'est aussi l'équipe nationale, l'entraîneur dans sa gestion de groupe doit faire en sorte qu'il y ait une transition entre les générations.
si vous n'apprenez pas, ne serait-ce que pendant les journées FIFA, à donner la chance aux jeunes, n'est-ce pas, de découvrir le haut niveau, de découvrir l'équipe nationale et d'avoir donc de l'expérience, eh bien, il arrivera un jour où on n'aura pas du tout d'équipe quand les vieux briscards vont tirer leur référence, vont partir à la retraite. On ne sent pas ça dans la gestion de Michel Dussuyer. On a l'impression que l'entraîneur, quand il aime des joueurs, c'est eux, il ne veut jouer qu'avec ceux-là. C'est un peu triste, ça fait partie des raisons de notre échec. On va souhaiter que ce renouvellement de confiance par la fédération, on va espérer qu'on a pu lui dire les quatre vérités, on a pu le mettre devant ses responsabilités et lui faire remarquer, n'est-ce pas, quelques insuffisances notées dans sa gestion. Il faut dire aussi que malgré le niveau qui est celui de notre équipe nationale, il y a aussi des problèmes de personnes dans cette équipe. Il y a des problèmes de clans, voilà, des problèmes d'humeur, comme on peut le vivre avec des équipes qui ont de grandes stars ailleurs. Il faut que Michel Dussuyer sache gérer ces difficultés-là, parce que ça rejaillit sur le rendement de l'équipe. Vous savez, on ne triche plus aujourd'hui avec le football. Et parfois, ça se joue sur des détails. L'histoire raconte que pendant la Coupe d'Afrique en Égypte, il a fallu que le président de la fédération prenne sa responsabilité pour qu'on ait Saturnin Alagbé dans les buts et qui a finalement donné satisfaction. Je crois qu'il faut à un moment donné que les gens puissent taper du poing sur la table pour dire les quatre vérités à l'entraîneur. Quand vous discutez, il y a des membres de la fédération qui parlent avec eux, vous dites non, Michel, personne ne lui parle, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il faut qu'il se retrouve en difficulté avant de faire certains choix qui se révèlent plus tard bénéfiques pour l'équipe. Sinon, pour l'ensemble, je pense que les gens font preuve de réalisme. Si on chasse Michel Dussuyer, on ira chercher un autre entraîneur qui va devoir tout reprendre à zéro, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de bâtir sur l'existant et envisager sereinement l'avenir. Voilà, une seconde chance pour le sélectionneur national. En tout cas, nous attendons de le voir à l'œuvre dans les quelques petits mois qui se présentent à nous pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. On va dire rapidement un petit mot sur le déroulement du baccalauréat. Wahab Ali Para, 3 jours de composition. Ce soir, ce sera fini pour les candidats à cet examen. Ça va finir aujourd'hui, dans l'après-midi, n'est-ce pas, pour ces candidats-là qui ont rendez-vous avec leur destin depuis lundi, n'est-ce pas, et notez que finalement, il n'y a pas eu grand incident, tout s'est déroulé de façon normale. En tout cas, si on s'en tient au compte rendu que nous avons eu de nos différents reporters des différents départements, dans les différents départements, sauf peut-être quand on parcourt les colonne des journaux, cet incident qui est revenu depuis hier, mais qui semble trouver de solutions. Ça fait là le cas d'Abomey, où un surveillant de classe, en tout cas un surveillant de l'examen, aurait été expulsé par le chef centre en raison de son handicap. Il paraît qu'il sort d'une salle pour se rendre à sa salle officielle de surveillance quand la chef centre, c'est une dame, aurait constaté que c'est un handicapé et a évoqué comme raison ce handicap pour demander qu'on l'expulse manu militaire, malgré les réactions, les interventions. Cependant, dans les colonnes... Mais nous avons eu beaucoup d'explications, beaucoup de versions. Voilà pourquoi il faut être quelque peu méfiant en attendant peut-être les versions plus officielles. Mais ce matin, on se réveille et que dans les colonnes des journaux que j'ai parcourus ce matin, j'apprends également que le directeur de l'office du bac a tenté de coller les morceaux en plaçant ce monsieur dit handicapé au secrétariat, peut-être en attendant de voir plus clair et voir quelle sera la réaction des ministères chargés de l'organisation de cet examen. Oui, le baccalauréat, ça doit nous rappeler quelques souvenirs, nous aussi. C'est vrai que le bac, premier diplôme universitaire, pour tous ceux qui veulent aller à l'université, c'est vrai que le bac ici au Bénin se déroule, et c'est peut-être ça la plaidoirie que je fais ce matin, très souvent en période de saison pluvieuse. Bac 97, pour ceux qui étaient à ce bac-là, ils en savent quelque chose. Et donc, chaque année, ça reprend. C'est vrai qu'on parle d'un baccalauréat sous-régional qui est désormais, c'est pas... En tout cas, une certaine harmonisation de la sous-région. Mais qu'est-ce que le Bénin fait pour qu'on puisse faire les examens, pas en période de saison pluvieuse, parce que
on n'est pas tous en mesure d'aller louer les services de taxi, on n'est pas tous en mesure d'avoir une voiture. Et donc, c'est comment on fait pour que ça se passe en général, en gros, pour ce que Rabat dit, ça s'est passé en toute quiétude. On attend tout à l'heure pour que les étudiants, les futurs étudiants puissent commencer par s'octroyer des notes en donnant le verdict des jurys. André. Oui, je pense que tout se passe bien en dehors de la situation que vous évoquez. On va souhaiter que ça se déroule et ça se procède ainsi jusqu'à la proclamation des résultats et espérer que cette année soit une année fructueuse pour les candidats. En tout cas, on espère de meilleurs chiffres à la fin. Alors, tout fait après la première journée et la deuxième journée, quand on sait qu'on a travaillé, on est certain de réussir. Quand on n'a pas véritablement écrit sur papier, bon, là, on se pose la question de savoir si... C'est surtout un bac pluvieux depuis lundi. Le temps est bizarre. Oui. On espère que les parents peuvent prendre les dispositions pour accompagner les candidats. Merci, chers messieurs. Merci à tous. Bon mercredi à chacun. On va se retrouver demain jeudi à partir de 7h30 pour d'autres discussions en plateau. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Il y aura économie avec Clément Achadé qui reçoit Henri Assogba, qui est le président des vendeurs de l'essence de contrebande appelée Essence Bayor. On parlera donc de cette réorganisation du commerce. Georges Gbadé est océanographe physique. Avec lui, on fera le déplacement de l'embouchure du Roi à Grand Popo. Est-il possible de stabiliser cet espace de façon durable puisque chaque année, eh bien, il y a un phénomène qui se répète et les répercussions en sont sur les populations, notamment les inondations. Il nous apportera quelques précisions. Mais avant, nous vous emmènerons dans les agences Canal+, avec les offres du mois de foot qui se poursuivent. Romaric Villon est responsable des ventes itinérantes à Cotonou. Il est notre premier invité. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Et voilà, notre premier invité est installé. Romaric Villon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Responsable des ventes itinérantes à Cotonou, au niveau de Canal+, qui, depuis quelques semaines, a lancé une promotion de ses produits. Oui, parlez-nous-en. D'abord, vente itinérante, ça voudra dire les vendeurs de terrain, l'équipe terrain à Canal+ Bénin, dans le secteur de Cotonou. Voilà, où en êtes-vous avec cette offre promotionnelle en ce moment? Bon, vous savez que depuis le 31 mai, Canal+ a lancé cette offre où le décodeur est à 5 000 et vous pouvez faire l'abonnement que vous voulez dessus. Oui. Le client qui, entre-temps, avait la possibilité de suivre juste les chaînes Novelas peut faire son abonnement de 5 000. Quelqu'un qui aime regarder assez de chaînes de dessins animés pour ses enfants peut faire l'abonnement de 10 000. Celui qui est fan du foot peut faire l'abonnement de 12 000, ainsi de suite. Donc actuellement, et ce jusqu'au 30 prochain, le décodeur Canal+ est à 5 000 avec l'abonnement qu'on veut dessus. Et la parabole, on vous l'offre gratuitement. Oui. Alors justement, oui, on peut se réabonner, on peut s'abonner comme on le veut, mais on se pose la question de savoir quelle est la particularité de cette offre que vous faites au profit de vos abonnés et de vos potentiels clients. Vous savez, il y a l'Euro 2020 en cours actuellement, il y a la Copa América, et pour permettre à la population de pouvoir avoir accès à notre décodeur, de pouvoir suivre ces matchs, de ne rien rater de ces matchs, Canal+ a dit bien, il faut que je me rende aux côtés de ma clientèle, ce pourquoi on a lancé cette offre. Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres offres qui sont également en cours actuellement. Il y a
pour ceux qui sont déjà des anciens abonnés, qui peuvent se réabonner et obtenir toutes les chaînes. Actuellement, vous qui avez perdu vos chaînes à la maison, il suffit simplement d'aller faire un réabonnement de 5 000. Vous allez avoir toutes les chaînes de votre décodeur, l'abonnement de 40 000, et ce pendant 2 semaines, pendant 15 jours. C'est pas fini. Canal a dit, vous aviez en temps l'habitude de faire un abonnement de 5 000 par exemple. Et cette fois-ci, vous dites, je vais faire l'abonnement de 10 000 pour voir plus de chaînes. Canal dit, je ne m'arrête pas là, je vous donne l'abonnement de 20 000, et ce pendant 30 jours. Ce sont les offres actuellement que Canal a mis sur le marché, histoire de permettre à sa clientèle de pouvoir être heureuse face à son bouquet. Alors, ce sont des offres au profit des clients, juste pour leur permettre quand même de vivre, pour ceux qui aiment le football, le championnat européen en ce moment, en cours, pour parler de l'Euro. Et pour ceux-là qui ne sont pas fans du foot, ils font quoi? Ben, ceux-là qui ne sont pas fans du foot, il y a d'autres chaînes. Il y a Sci-Fi qui est là, qui diffuse des films. Il y a également des chaînes de dessins animés. Nos enfants sont à la maison. Ils ont la possibilité de suivre beaucoup de chaînes. Et comme je viens de le dire, vous aviez en temps l'habitude de faire un abonnement de 5 000, où vous ne voyez que 3 chaînes de dessins animés. Mais à partir du moment où vous dites, je fais un abonnement de 10 000, Canal dit, au lieu que vous ayez 7 chaînes de dessins animés, non, moi je vous amène à 10 chaînes de dessins animés. Donc au lieu que vous ayez les chaînes de l'abonnement de 10 000, je vous donne l'abonnement de 20 000, et ce pendant 30 jours. Également, pour ceux-là qui, entre-temps, prennent notre décodeur et qui s'en vont chercher des techniciens dans leur zone parce qu'ils ont des amis et tout, Canal a pensé à eux. Canal s'est dit, c'est le moment de vous proposer nos techniciens agréés de notre maison. Essayez de prendre un technicien agréé Canal et vous avez la possibilité d'avoir vos images en continu. Vous n'allez pas dire, j'ai le problème de réception, je ne sais pas le problème que pose mon décodeur et tout, mais tenez-vous tranquille. Le prix actuellement de l'installation, c'est à 3 000 francs CFA. Au lieu de 5 000. Donc, pour la période promotionnelle, jusqu'au 30 juin, prenez votre décodeur Canal Plus à 5 000 francs, choisissez l'abonnement que vous voulez dessus et prenez un technicien agréé de la maison qui vous installe cela à 3 000 francs CFA. Vous avez une garantie de 6 mois sur l'installation. Et sur ces 6 mois, votre décodeur a un problème, le technicien revient à ses frais, vous revoit l'installation. Ouais, voilà. Pour l'abonné, à toutes ces offres. Oui, justement, on va faire une petite incursion par rapport à l'installation des décodeurs. Vous savez que nous sommes en période de pluie. Et quand il pleut, les chaînes disparaissent. Quelle solution avez-vous quand il pleut, les chaînes disparaissent. C'est pourquoi nous avons préconisé qu'il faille prendre des techniciens de notre maison. Parce que eux, à l'aide de leur appareil, ils sauront monter la fréquence, ils sauront monter le signal pour que vous n'ayez pas grand souci. Il est vrai, quand la pluie sera à grandes gouttes, c'est normal, il y aura un peu de fléchissement. Mais dès que vous allez commencer, ça commence par se calmer, les chaînes reviennent normalement. Du coup, c'est bien de prendre les techniciens de notre maison, histoire de pouvoir bénéficier de ces chaînes en continu. Alors, comment se réabonner ou s'abonner aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez vous réabonner via le réseau Move, via le réseau MTN, ou carrément vous allez dans nos agences qui sont installées un peu partout sur le territoire national, ou carrément, vous pouvez aussi, si vous avez d'autres soucis, nous joindre au 110 55. D'accord, merci beaucoup, merci d'être passé par ici. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de ceux-là qui nous suivent ce matin? Un dernier message, c'est leur dire: profitez de cette occasion, profitez de la promotion en cours, ça prend fin le 30 prochain. N'attendez pas le 30 parce que le stock pourrait être limité dans le temps et c'est limité dans le temps. Donc le mieux, c'est de vous en procurer votre décodeur actuellement qui a un prix de 5 000 francs accompagné de l'abonnement que vous voulez et vous allez pouvoir suivre tous ces événements qui sont en cours actuellement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Romaric Vignon, responsable des ventes itinérantes à Cotonou, Canal+. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Au profit de vos abonnés. Allez, depuis quelques semaines, mesdames et messieurs, Grand Popo et la localité environnante ont les pieds dans l'eau, l'embouchure du Roi fermée, les eaux ont pris possession des maisons et des infrastructures. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène? Est-il possible de stabiliser l'embouchure de façon durable? Nous poserons donc ces questions à notre invité tout à l'heure dans quelques minutes. Georges Degby, il est océanographe et il est l'invité de Fulbert Adimerossou. La rubrique environnement, ce sera juste après la rubrique économique. Il va nous présenter Clément Achade qui reçoit en invité Henri Assogba, le président des venteurs de l'essence Bayo du Bénin.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, 8h27 en plateau, notre invité, l'invité économie, accompagné du patron de la rubrique Les Matchs. Allez, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Vous l'annoncez déjà, et ce dont on parle ce matin, justement, il s'agit de l'essence de contrebande appelée communément Bayor. Samedi dernier, les vendeurs et vendeuses de ce produit qui est une matière de production, était en assemblée générale extraordinaire ici même à Cotonou. Principale décision issue des échanges, l'harmonisation du prix de l'essence Bayor. Pourquoi désormais envisager un prix unique de l'essence Bayor à Cotonou et environ? Quels sont les mobiles de cette initiative suscitée par les acteurs de l'informel qui vendent justement l'essence de contrebande eux-mêmes? Alors pour répondre, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Monsieur Assoba Henri. Vous êtes le président des vendeurs de l'essence Bayor du Bénin. Merci d'être venu. Merci. Je rappelle que vous êtes par ailleurs aussi conseiller municipal à Cotonou. Président, pendant longtemps, la liberté est laissée à chaque vendeur de fixer son prix, vu que vous êtes dans un secteur purement informel. Et c'est aussi l'économie, je dirais, du marché, l'économie libérale, si vous voulez. Alors pourquoi, avec vos camarades, depuis un certain temps, vous travaillez à harmoniser le prix de l'essence Bayor? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour cette considération que vous avez pour notre secteur en m'invitant ce matin. Et pour revenir à votre question, vous savez, l'activité que nous sommes en train de mener, il y a peu de désordre dedans. Et la loi ne nous donne pas le pouvoir de faire ce genre de désordre. Donc, pour montrer au peuple béninois que nous sommes des gens corrects, sages, on a décidé désormais de nous unir et de fixer un prix pour nous tous. Donc voilà la raison pour laquelle nous nous sommes réunis. D'accord. Alors quand vous parlez du désordre, c'est tellement que vous parlez donc de l'anarchie qu'on constate quand même en ce qui concerne le prix. Vous allez, soit je dirais à Ménotin, là où nous sommes, le quartier dans lequel nous sommes actuellement, vous voyez tel prix, vous allez un peu tout juste devant, vers Kounou, vous allez à l'Étoile Rouge, c'est pas toujours le même prix. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion quand vous parlez du désordre? Oui, c'est à ça. Parce qu'on doit faire de telle en sorte qu'on saura que oui, des gens qui exercent cette activité sont des gens qui réfléchissent correctement. Mais si on voit un prix dans un quartier, un autre dans un autre quartier, cela n'est pas une bonne chose pour notre secteur. Mais les vendeurs, ils n'ont pas le même marché d'approvisionnement. Je sais, nous n'avons pas le même marché d'approvisionnement, mais il est normal que nous nous organisions pour démontrer au peuple béninois qu'il y a des gens intègres parmi nous. D'accord. Et justement, est-ce que avec une telle réforme, est-ce qu'avec cette innovation, si je peux l'appeler ainsi, vous avez, je dirais, vous avez l'unanimité autour d'une pareille décision en ce qui concerne justement les vendeurs de l'essence Bayor? Vous nous avez suivis le samedi passé. Toutes les décisions qui ont été prises ont été discutées
Et puis, à l'unanimité, tout le monde a apprécié avant qu'on ne le mette en pratique. Donc, ce n'est pas que c'est le président seul qui a pris une décision et puis on applique ça à tout le monde. Non, c'est tout le monde qui a décidé à l'unanimité. D'accord. Justement, avant d'arriver à cette unanimité d'une pareille décision qui veut donc désormais harmoniser le prix de l'essence un peu partout dans le littoral et dans l'Atlantique, et vous envisagez, vous m'avez soufflé ça tout à l'heure aussi, l'étendre sur toute l'étendue du territoire national, quelles sont les démarches qui ont été menées? Parce que nous sommes quand même dans un état de droit et comme vous l'avez rappelé, il y a des règles qui régissent aussi bien le commerce et que l'organisation, même au sein de la société même. Alors, quelles sont les démarches qui ont été menées envers les autorités? Bon, pour le moment, on n'a pas encore mené une démarche en bonne et due forme, mais tout juste après notre Assemblée générale maintenant, on a décidé désormais d'étendre ça sur tout le territoire national. Et mais en attendant, on va commencer par Atlantique et littoral. Donc, dans les jours, les mois à venir, nous allons nous rapprocher du préfet du littoral et lui exposer ce qu'on a à faire dans le pays. Et ensemble, il va nous aider et on va trouver une solution à ça. Non, Président, mais on se disait qu'une pareille décision ne pouvait pas être prise sans quand même avoir consulté les autorités de la douane avec qui vous travaillez depuis des années et avec qui vous collaborez. Non, bon, en ce qui concerne ça là, je profite de cette occasion pour remercier tout ce que la douane est en train de faire pour nous, parce que la douane est en train de mener une action très très forte et qui fait que on a connu un développement énorme dans notre secteur. Donc avant de prendre cette décision, bien de faire cette assemblée générale, nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises avec la douane et on a expliqué notre problème et ce qu'on veut faire. Et donc je pense que la douane ne nous a pas déçus. Entre la douane et nous, on se comprend un peu très bien. Est-ce qu'on peut déjà affirmer que c'est peut-être l'organisation et l'intégrité dont vous faites preuve au sein de votre secteur qui fait, parce que dans un passé aussi pas trop lointain, on vous voyait la douane et les vendeurs de paillots comme étant des chiens et chats? Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Depuis un certain temps, ce n'est plus comme ça, on s'entend très bien et puis on se comprend. D'accord. Alors, et pour cette phase, je dirais pilote, cette phase d'essai, à combien vous comptez mettre le prix de l'essence pour la phase pilote? Ce qui est sûr, on a décidé entre nous de monter le prix pour que les stations de service aussi fassent des recettes. Ah oui? Oui, parce que vous savez, celui qui est là maintenant, qui est le père de la nation, son problème c'est le développement. Et alors que si nous faisons de telle en sorte que les stations ne bougent pas, ce n'est pas bon pour alors nous. Que c'est quand même un lourd investissement aussi qui a été fait par des gens du secteur privé également. Voilà, donc il est normal, les gens du secteur privé. Oui, c'est ce que je veux dire, les stations-service qui sont construites. Voilà. Oui, c'est des privés comme vous. Voilà, aussi voilà. Et ceux-là paient régulièrement leurs impôts. Alors que c'est avec tout ça là que notre président puisse réussir le développement qu'il a pensé pour ce pays. Donc, raison pour laquelle il est normal que nous battions pour qu'il réussisse sa mission. D'accord. Vous voulez dire qu'avec tout ce que vous aurez à payer comme impôt, comme taxe, qu'on pourrait davantage financer l'économie? C'est ça. D'accord. Alors, Président Henri Sogba, la décision est tombée, vous l'avez rappelé depuis samedi dernier. Et comment les acteurs, vos membres même, ont-ils accueilli cette décision? Bon, mais je pense que vous avez tout suivi. Et le jour-là, malgré qu'il y a la pluie, vous avez constaté leur déplacement massif. Donc, et tout juste après l'Assemblée générale, eux tous ils sont très très contents. Et ils prient tous les jours que Dieu fait. Nous avons un forum
Et tous les jours que Dieu fait, ils ne font que prier. Prier pour le gouvernement, prier pour tout le monde, pour que notre objectif soit atteint. Est-ce que le mot d'ordre est-il suivi? Est-ce que vous avez fait le tour de quelques points de vente de Cotonou et environ pour voir si la décision a été véritablement mise en œuvre? Mais vous savez très bien qu'il y a toujours des gens qui n'écoutent pas. Voilà, il y en a toujours. Donc on va essayer de faire avec. La majorité, vous voyez dans la ville maintenant, vous allez voir que les prix sont un peu les mêmes. Donc il y a d'autres qui créent de n'importe quoi. Donc il y a toujours ça. Et si on c'est pas tout ce que le président dit au Bénin maintenant que les Béninois respectent. Donc il y a toujours des choses comme ça. Et c'est avec le temps, de manière progressive, on va atteindre notre objectif. D'accord. Alors, qu'en sera-t-il de la répression? Parce que c'est, comme l'a dit une autorité il y a quelques jours, c'est avec la répression que malheureusement, socialement, le Béninois se conforme. Oui. S'il y a des gens qui ne vont pas écouter ce que nous disons là, on les conduit directement. N'importe quel produit qui sera saisi, on conduit ça directement à la douane, parce que c'est la douane qui est notre patron, nous vendeurs d'essence. Alors, Président, après les départements du littoral, est-ce que vous ne comptez pas aussi travailler à sensibiliser les 10 autres départements du Bénin qui restent pour que le prix soit le même sur toute l'étendue du territoire? Oui, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va s'étendre de manière progressive dans les autres départements. Mais avant cela, on va démarrer ici d'abord et dans les jours à venir, on va se rapprocher du préfet du littoral et on va lui expliquer, il va nous dire quoi faire, si c'est pour faire sortir l'arrêté préfectoral, là il va le faire et puis on va continuer sur les autres départements. Monsieur Asogba Henri, je rappelle que vous êtes le président des vendeurs de l'essence de contrebande communément appelée Bayor. Vous étiez en assemblée générale extraordinaire le samedi dernier pour travailler à harmoniser le prix de l'essence de contrebande, et vous l'avez expliqué, c'est pour permettre aux stations-service de faire aussi des avantages et contribuer au développement du pays. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, merci à vous également. Justement, en parlant des stations-service, quand vous parcourez les villes du Bénin, vous constatez que ça pousse comme un champion, hein? Ça sort beaucoup. Avec ça, comment voyez-vous l'avenir de votre secteur? Non, bon, notre avenir n'a aucun problème, parce qu'il est normal que notre pays soit doté de plusieurs stations pour faciliter la tâche à la population. Donc, quel que soit ce qui va se passer, nous, on sera dedans comme ça, on sera en train de vous n'avez pas peur d'une disparition progressive du secteur de l'essence de contrebande au profit des stations-service? Bon, nous n'avons pas fait ce constat parce que celui qui est nos autorités, bien vrai qu'il n'y a aucune loi, aucun article dans notre constitution qui a prévu, qui a autorisé la vente de l'essence frelatée, on a quand même vu que nos autorités, par l'amour fraternel, ferment les yeux sur nous. Parce qu'il n'y a pas assez de travail. Il y a des gens qui vivent de ça. À chaque fois, moi, je donne toujours mon exemple. Malgré mon jeune âge, au moins avec cet argent, avec ce secteur, cette activité-là, j'ai eu à supporter 3 enfants orphelins de père et de mère. Ce sont les enfants de ma grande soeur. Ils sont orphelins de père et de mère. Mais je pense qu'avec cette activité, maintenant, les 2 premières filles ont déjà soutenu un master. Donc, vous voyez, vu tout ça là, quelles que soient les stations qui seront construites, je pense que les autorités... Vous réussirez donc à tirer votre épingle du jeu. Merci beaucoup. Merci à vous, Henri Asogba, Clément Achale. Merci beaucoup. Environnement à présent, et juste après la pub, on va retrouver Fulbert Adjimerossou, en plateau l'océanographe Georges Degbé. On parlera donc du désensablement, de l'ensablement et du désensablement de l'embouchure du Roi. Est-ce qu'avec cette opération, il est possible de stabiliser cet espace et ce de façon durable? Question à poser à notre invité.
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Environnement, nous sommes mercredi, environnement sur Actu Matin, l'état de la bouche du roi, de l'embouchure du roi nous intéresse ce matin. Bonjour à vous Fulbert. Bonjour Christian. Allez, bienvenue. Vous êtes en plateau avec monsieur Georges Degbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe physique. Oui, océanographe physicien. Physicien. Oui. Voilà, d'accord. On ira donc à l'embouchure du roi, oui. Tout à fait. Depuis quelques semaines, on assiste à des cas d'inondation dans les zones de Grand Popo, Ouida et environ, du fait donc, de la fermeture donc, de l'embouchure du roi. Il se fait qu'il y a quelques jours, notamment depuis le dimanche dernier, l'embouchure est désormais fonctionnelle. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Nous allons poser la question donc à l'océanographe physicien Georges Degbé. Il est chercheur à l'Institut de recherche océanologique, halieutique et océanologique du Bénin. Bonjour. Bonjour. L'embouchure, c'est quoi d'abord? Parce que beaucoup ne comprennent pas d'abord ce que ça veut dire. La Boca del Rio, oui, que nous appelons aujourd'hui la bouche du roi, oui, c'est une embouchure fluviale et estuarienne. C'est quoi? C'est un endroit par lequel il y a des échanges d'eau et de sédiments entre l'océan Atlantique et le système fluvio-lagunaire, c'est-à-dire la lagune côtière qui, depuis Togben, passant par Avlekete, Tchegbadi, tout cela qui vient tomber, et il y a le chenal Aro qui communique avec le lac Aïmé et qui reçoit les eaux du fleuve Koufo, et la lagune de Grand Popo par lequel vient le fleuve Mono. Donc c'est un endroit qui sert de transition entre ce système et l'océan Atlantique. Un grand carrefour, d'échange d'eau et de sédiments. Et il est dit que depuis 1987 qu'on a construit le barrage du lac Béton, il y a eu des perturbations. C'était pas fonctionnel en permanence, mais aujourd'hui il y a des perturbations. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Et bon, comme je le disais tantôt, c'est un lieu d'échange entre l'océan et ce système que j'ai dit. Et en 1987, il a été construit sur le barrage, sur le fleuve Mono, le barrage d'Agbeto. Et vous savez que c'est un régime hydrologique, donc l'eau qui coule. Donc une fois que ce truc est construit, donc il y aura une perturbation, donc qui va changer un peu le régime hydrologique. Et en termes de perturbation, c'est-à-dire il y a un déficit de sédiments parce que quand l'eau se coule, il y a même du sédiment vers la côte qui, voilà. Donc il y a un déficit de sédiments et aussi comment la vitesse du courant, tout ça va changer. Avant la construction de ce barrage, l'embouchure était caractérisée par des cycles d'ouverture et de fermeture naturels. Et après 1987, après cette construction, cette embouchure va connaître une modification et qui se caractérise aussi par une migration permanente de cette embouchure. Et cette migration se déplace d'une localité à l'autre, mais la zone de mobilité est au niveau de l'île de Kweta. Donc, ces cycles d'ouverture et de fermeture ont disparu parce qu'il y a un changement dans le système. Si bien que la zone qui est sous l'influence
des processus hydrodynamiques, c'est-à-dire le mouvement des eaux océaniques et le régime hydrologique, va connaître une certaine perturbation, si bien que nous allons assister à un bypassing et l'irradiation d'une flèche sableuse qui met en jeu un stock de sédiments qui forme ce qu'on appelle base sableuse, qui est au niveau de la mer. C'est un cordon de sable. Et si bien qu'avec ces mouvements de va-et-vient, cette base sableuse va migrer vers le rivage. En migrant vers le rivage, ça colle et ça forme cette flèche sableuse que nous voyons. Et ça migre. Ça migre de l'ouest vers l'est. Et en migrant, ça va vers... Parce que la partie longue, c'est entre Avlor et Djondji. Avlor qui est dans la commune de Grand Popo et Djondji qui est dans la commune de Ouida, c'est-à-dire dans l'arrondissement d'Ablekete, donc de Djebadi. Donc, c'est va-et-vient pour qu'à un moment donné, il y a la fermeture de l'embouchure. Or, vous savez, comme j'ai dit tantôt, c'est un lieu de passage des eaux et des sédiments. Une fois que cette partie est fermée, c'est qu'il n'y aura plus de déversement de ces eaux dans l'océan Atlantique. Du coup, toutes ces eaux qui doivent déverser sont stagnées. En amont du système. C'est-à-dire qu'on va citer une inondation terrible dans toute la zone, jusque dans les abords du lac Nokwe, parce qu'il a dit que pas le lac Aimé, parce que c'est les eaux du Koufo qui tombent dans le lac Aimé et qui parlent par le chemin d'Aro et qui viennent. Donc toutes ces zones seront inondées. Donc c'est à ça que nous assistons. Il faut dire que ces fermetures, dans le passé, le premier épisode s'est produit en 1999. Il y a une fermeture, si bien que les villageois étaient obligés d'ouvrir de façon mécanique l'embouchure pour que l'eau puisse passer. Ensuite, on a eu en 2009, et ainsi de suite. Et des études scientifiques, les scientifiques ont travaillé dans la zone pour voir un peu la vitesse de migration de cette flèche sableuse. Et les résultats ont donné que la flèche migre à vitesse d'environ 700 mètres par an. Donc les gens ont fait cette étude pour trouver que... Mais avant, c'était pratiquement 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à 2 ans. Est-ce que ça dit que l'année prochaine, on risque d'avoir encore ce phénomène? Oui, avec le changement climatique qu'il y a actuellement, tout a changé. Hein. Donc, mais comment stabiliser carrément la mouchure? Est-ce qu'il faut une ouverture permanente? Est-ce que l'ouverture permanente aussi ne va pas créer encore d'autres dégâts? Oui, vous savez, c'est un milieu très dynamique. Vous allez aujourd'hui, vous constatez une situation, vous allez dans un mois, ce n'est plus la même situation. Parce que c'est sous une influence terrible, comme je l'ai dit, soit de l'océan et du régime hydraulique. Donc c'est un milieu très dynamique. Et de façon naturelle, elle-même se régule. Et des interventions pour stabiliser l'embouchure, il faut faire beaucoup attention. On ne peut pas mettre des ouvrages comme on met des épis pour dire qu'on va de façon de stabiliser l'embouchure. Je pense que ce n'est pas parce qu'il faut faire une étude scientifique pour voir quelle option. C'est que avec les expériences qui sont passées, on a vu, il faut que de façon naturelle, qu'on puisse laisser pour que la nature au mieux, comment elle-même régule, mais seulement qu'il faut un suivi permanent. Il faut un suivi permanent pour que s'il y a de ces fermetures, comme on a dit, qu'on vienne faire des ouvertures par endroit pour que l'eau puisse passer. Mais dit qu'on met des ouvrages durs comme on le met pour protéger la côte avec des épis, vraiment, on fasse beaucoup attention. Une dernière préoccupation, est-ce possible d'assister à de pareils cas à Cotonou, l'embouchure de Cotonou? Non, bon, l'embouchure de Cotonou, non, parce que vous savez, ici c'est un autre système. Vous savez, bon, il y a l'érosion côtière, surtout avec la construction du port. Bon, ça a perturbé un peu le système, sédimentaire, parce que nous savons qu'il y a un transit littoral de l'ouest vers l'est, donc le port a perturbé. Et si bien que tous les sédiments qui quittent de l'ouest pour venir alimenter le côté
aval du port sont stockés par ces ouvrages et nous assistons à des moments donnés à des choses. Mais actuellement, l'État a mis des ouvrages de protection, tout ça là, à ce niveau, si bien que l'endroit a été stabilisé. Mais n'empêche que à des moments donnés qu'on puisse assister, mais la fermeture totale comme on observe à l'embouchure du Roi, non, ça ne peut pas, parce que c'est un autre système carrément qui est là. Parce qu'il faut dire que le chenal, ça a été créé par l'homme. Oui. Ça a été créé par l'homme parce que ce n'est pas un truc naturel. Oui. C'est pour pouvoir résoudre le point d'inondation au niveau du lac Nokwe que en 1885 on a fait l'ouverture, et c'est une ouverture qu'on a fait de quelques mètres, hein. Mais avec la force des eaux, ça s'est élargi. Donc, mais ça se rétrécit déjà encore. Oui, ça pas le fait de l'homme. Oui. Parce qu'avec tous ces déchets que nous, parce que les gens, parce que mon institut est juste à côté de la lagune, et on voit au moment où on construisait notre institut, on était à quelques mètres, une dizaine de mètres du chenal. Mais actuellement, on est à près de 100 mètres. Wow. Donc les gens viennent mettre des ordures pour cailler de terre sur le chenal, si bien qu'on assiste à rétrécissement. Merci, Dr Georges Degbé. Je rappelle, chercheur à l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Merci, Christian. Merci bien à vous, Fulbert Adjumerassouf. Et on va vous renvoyer avec, je dirais, une petite pub. Et juste après la pub, vous aurez donc votre revue de presse ce matin avec Assion Bokanya Siomo. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au Bénin, c'est désormais possible pour les moyennes et grandes entreprises d'obtenir leurs attestations fiscales en ligne, une possibilité largement relayée par les parutions du jour dont Bénin Intelligent, qui rapporte que le mardi 22 juin, la première attestation fiscale en ligne a été délivrée à une entreprise par la Direction générale des impôts. Fini l'époque où il faut faire les rangs ou faire le tour de la Direction générale des impôts avant d'avoir son attestation fiscale. Le processus de dématérialisation des services de l'administration publique en cours au Bénin depuis 2016 n'a pas occulté ce domaine. Jadis, rappelle Nord-Sud quotidien, elles étaient obligées de déposer une liasse de pièces et attendre de nombreuses signatures avant de se faire délivrer ce sésame très important dans la Constitution de dossiers, surtout pour les soumissions d'appels d'offres. Ainsi, cette réforme permet d'économiser en temps et d'éviter les micmacs de l'administration. L'économiste du Bénin fait observer que cette innovation participe de la simplification des procédures, donc de l'amélioration du climat des affaires au Bénin, avant d'ajouter que l'attestation fiscale permet de justifier la situation fiscale et du bon paiement de l'impôt sur le revenu, la taxe sur valeur ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés. L'actualité ce jour, c'est aussi l'interception de produits vivriers frauduleusement en partance pour l'extérieur, un sujet qui passionne le potentiel, qui rapporte que la police saisit une énorme quantité de vivres. Le matinal renchérit écrit que la police arraisonne un important lot de produits vivriers, c'est-à-dire plus de 2500 sacs de maïs, 1000 et de néré interceptés dans la Liborie. L'interception fait d'ailleurs le gros titre de Fraternité qui procède au détail et renseigne que le commissariat d'arrondissement de Sonsoro a arrêté un véhicule avec à bord 390 sacs de maïs à destination du Niger. De son côté,
Le commissariat d'arrondissement de Madekali a quant à lui intercepté 2 véhicules qui transportaient 30 sacs de maïs et 220 sacs de sorgho pour le Nigeria. Il en est de même pour le commissariat d'arrondissement de Segbana qui a également intercepté un véhicule en direction du Nigeria à la frontière de Wara. Le journal de noter que cet exploit pour lequel il y a lieu de reconnaître le mérite de la direction départementale de la police républicaine de l'Alibori révèle tout aussi un laxisme dans la gestion de ces denrées de survie. La dynamique doit être maintenue, estime le Soleil Bénin Info ceci, pour décourager tous ces commerçants véreux dont l'objectif de priver le marché de la consommation locale est bien réel et établi et le gouvernement a de bonnes raisons d'agir comme il le fait. Nord-Sud quotidien d'appuyer pour écrire que le gouvernement a décidé de garantir des vivres pour la consommation locale et instruit les services de police pour éviter les sorties incontrôlées des produits agricoles en attendant la prise des mesures spécifiques. Maintien du prix de test de Covid à 50 000 francs. Le Bénin a-t-il de bonnes raisons pour ne pas s'être encore conformé au prix standard de 25 000 francs fixé pour le test Covid dans l'espace UEMOA, s'interroge Bénin Intelligent qui rapporte les explications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji qui explique que le Bénin n'est pas le seul dans l'espace UEMOA à pratiquer un autre prix en dehors de celui fixé par l'Union. À l'en croire, il y a encore 1 ou 2 pays qui tardent à se conformer à cette exigence. Wilfried Léandre Ngbeji a expliqué qu'avant la fixation des 25 000, les pays ont fait des ravitaillements, ont acquis les tests ici et là, pas forcément à la même source. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est donc une question de management économique, voire de bonne gouvernance. Inondation dans le Mono et l'Atlantique, Adrien Ouandinou et les ressortissants de Guézin tirent la sonnette d'alarme, écrit ce jour Fraternité, qui parle de psychose générale dans l'arrondissement d'Agatogbo où il est difficile de se déplacer sans pirogue. Les populations sont sous l'eau, conséquence de la fermeture de la bouche du roi qui a été par la suite rouverte. Et un natif de la localité, Adrien Ouandinou, de déclarer, citation, « Les chambres sont pleines, les gens n'arrivent plus à aller à la pêche. On n'a même pas 1 mètre carré où mettre le foyer pour préparer à partir de ce moment. C'est que c'est amer et il faut vite agir », déclare Adrien Ouandinou, natif de Guinzin qui redoute les risques de diarrhée, du choléra, du paludisme et des infections gastro-intestinales. Dans la suite, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, est reconduit dans ses fonctions par la Fédération béninoise de football. Le matinal écrit à ce sujet que Michel Dussuyer est maintenu malgré l'élimination des écureuils pour Fraternité. D'aucuns pourraient expliquer cette décision par la maturité des dirigeants de la Fédération béninoise de football dans la gestion des crises liées au sport. Peut-être bien qu'au regard des résultats présentés depuis 2018, le droit à une seconde chance a été accordé au sélectionneur qui, pour rappel, a permis au Bénin d'atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Le laisser donc conduire l'équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est lui permettre de corriger le tir, même si, du haut de son expérience en tant qu'ancien entraîneur du Sili national, de la Guinée, des éléphants de Côte d'Ivoire, il a des choses à se reprocher. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était la revue de presse, c'était Actu Matin, 9h pile, c'est la descente. Merci à chacun et à tous de votre attention. Excellente journée du mercredi. Demain, jeudi, on se retrouvera à partir de 7h pour partager avec vous beaucoup d'autres informations. N'oubliez pas le rendez-vous Euro 2020 sur Canal 3 ce soir à partir de 20h avec la rencontre Portugal-France. Merci à tous. Bonne journée, gardez le sourire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.